je vais connecter aussi le TikTok. Ok. Ok. Attends, je vais couper le son de ça. Et parfait. Voilà, je le mets là. Et comme ça, j'ai les chats. Allez, c'est parfait. Normalement, on est partout. Normalement, on est Ah ouais, connecté là on est partout. partout. On est partout. On est sur... Ouais. ouais, ok. Allez, salut Nassim, comment ça va? Ça va très bien toi, monsieur Delgado. Ça va, ça va. Donc, les amis, aujourd'hui, il y a Nassim, Liberté 3.0. On va parler de business. Et là, pour le coup, c'est du vrai business parce que quand on parle SEO, on parle de stratégie digitale, on parle de plein de choses. Là, on va parler concrètement de Amazon, Amazon FBA, qui, mine de rien, est une mine d'or pour certains. C'est la vraie stratégie du e-commerce, hein, en dehors de faire son propre site internet. Donc, Nassim, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, alors salut tout le monde, cher auditeur de monsieur Stéphane Delgado. Donc moi je m'appelle Nassim, je suis e-commerçant, donc je vends sur Amazon depuis 2019, donc ça fait environ 7 ans que je suis présent sur Amazon. J'étais salarié avant ça, donc je cherchais un business en ligne qui me permettait de trouver une porte de sortie de ce monde-là du salariat, et c'est vers Amazon que je me suis dirigé. Donc, moi, je suis en ce qu'on appelle en private label, c'est-à-dire que je suis spécialisé dans le fait de lancer des produits, mais sous sa propre marque. Donc, je fais pas d'achat-revente, je fais fabriquer mes propres produits en Chine sous ma propre marque, que j'expédie dans les entrepôts Amazon pour faire du e-commerce à l'échelle européenne sur Amazon. Il faut savoir qu'Amazon sont présents dans le monde entier. Donc, j'ai lancé ma chaîne, ma première chaîne TikTok quand j'ai démarré sur les réseaux il y a environ 2 ans, où j'ai commencé à parler un petit peu de mon business model. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt, qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à monter des business en ligne. Et c'est comme ça que naturellement, j'ai démarré vers les accompagnements. Puis j'ai créé ensuite une école complète où je forme des élèves à faire exactement le même chemin que moi. Ah, bah ça, c'est cool. Et du coup, quel a été le déclic, tu vois, de se dire, tiens, je veux vendre sur Amazon? Alors moi, personnellement, c'était un ras-le-bol au niveau de mon travail. C'est-à-dire que je me voyais pas travailler jusqu'à 64 ans, 65 ans. Je sais pas, là, j'ai vu hier un article en Allemagne, ils avaient voté la loi à 70 ans. Donc, dans ma tête, je me voyais pas finir ma vie dans un bureau à échanger mon temps contre de l'argent. Voilà. Je voulais sortir de ce système-là, donc j'ai cherché des échappatoires, hein, avoir une source de revenus autre que ce qu'on nous a toujours inculqué depuis qu'on est enfant, c'est-à-dire tu vas travailler pour avoir un salaire. Et j'avais déjà une expérience, moi, dans la création de marque, parce que j'ai lancé une marque de vêtements en 2007 et un premier site internet aussi à l'époque. Je sais pas, tu as connu, toi, sûrement PrestaShop. Bah oui. Bon. Donc à l'époque, il y avait PrestaShop, c'était l'ancêtre, on va dire, de Shopify, si on peut dire ça comme ça. Ouais, il existe Et toujours, hein. ça existe toujours, bah, je sais même plus, je suis déconnecté là de ça, mais et du coup, j'avais commencé un petit peu à faire du e-commerce là, à cette période-là. Ça avait marché un petit peu, on va dire pendant 3 ans, puis après ça s'est cassé la gueule. J'ai repris le salariat, j'ai travaillé pendant des années, j'ai toujours cherché à droite à gauche, j'ai testé plusieurs trucs, et jusqu'à ce que je découvre Amazon. Je savais pas du tout qu'on pouvait vendre sur Amazon en fait. Pour moi, dans ma tête, quand tu achetais un truc sur Amazon, c'était Amazon qui te l'envoyait, tu vois. Je savais pas que c'était des vendeurs derrière qui possédaient les produits. Et j'ai commencé à m'intéresser, j'ai beaucoup aimé en fait ce business model-là, qui non seulement te permettait de toucher des millions de personnes, mais tout en étant libre de ses journées, de son temps en fait. Et vu qu'il gérait, donc toute la logistique est gérée par Amazon, c'est-à-dire qu'il stocke ta marchandise, il livre tes clients, il s'occupe même du SAV. Quand j'ai vu ce business model sur le papier, j'ai dit c'est incroyable. Tu vois, puis je connaissais un gars qui avait fait du business là-dessus, c'est lui qui m'a. C'est un gars, il vivait à Abu Dhabi à l'époque. Il m'a dit j'ai fait 3 ans d'Amazon. Il m'a dit on s'est gavé. Lui, c'était à l'époque de les toutes premières power bank, tu te rappelles? Ouais. Petit comme ça en mode USB là.
Lui, il avait fait un carton sur ça. Il m'a dit Amazon, c'est de la folie. Donc il m'a boosté. Puis, écoute, j'ai mis le pied dedans. Je suis plus ressorti, quoi. Voilà. Ah oui. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup ne pensent pas, ne savent pas même, ne savent pas qu'il y a des vendeurs sur Amazon. C'est-à-dire qu'on ne sait pas que c'est une marketplace, que c'est un endroit où plein de vendeurs vont venir et que quand tu fais ta petite recherche, c'est du sponsoring, c'est-à-dire il faut payer, c'est comme des ads, c'est hyper bien foutu. Et tout ça, les gens l'ignorent complètement. Les gens, en mode consommateur, toi, tu te poses pas la question. Tu vas acheter un produit, tu vas sur Amazon. La plupart des gens, ils sont sur Amazon, ils ont leur carte bleue qui est enregistrée, ils ont tout qui est prêt. Ouais, ils ont mis tout un système où le passage à l'achat, il est très, très, très fluide. Et ce qui fait leur force, parce que non seulement ils connaissent parfaitement le comportement des clients, derrière, ils savent très bien que ce qui compte pour un client, c'est la rapidité de livraison. C'est-à-dire que tu commandes aujourd'hui, demain, c'est dans ta boîte aux lettres. Et du côté client, en fait, il se dit pas, oui, d'où il vient ce produit, en fait. Pour lui, ça vient d'Amazon. Ouais, c'est Sauf ça. que derrière, les produits, ça appartient à des vendeurs comme nous. Donc, comme tu as dit, c'est une marketplace. En français, c'est une place de marché. Donc, c'est comme si tu avais un marché mondial. Tu as ton petit emplacement, tu vas mettre tes produits, et tu as les gens qui passent, et puis voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et du coup, toi aujourd'hui, c'est ton activité principale. Ouais, donc moi, c'est ce qui m'a permis de quitter mon boulot et d'être libre aujourd'hui. C'est ma source de revenus qui me permet voilà, d'avoir atteint cette liberté 3.0. Ouais, bah ouais. Et tu m'as pas vu, mais j'ai fait ça. Liberté, ouais, aussi, je la vois, on la connaît ta casquette. Tu la connais. Puis voilà. Ouais, mais ça c'est bien. Et c'est vrai que aujourd'hui, je le vois souvent sur tes lives, très souvent. Premièrement, en France, on a besoin de justifier. Je sais pas si c'est pareil ailleurs, mais on est toujours obligé de prouver que ça marche, que ça fonctionne, qu'on vit bien et on doit montrer des chiffres. Ouais. C'est toujours compliqué cette partie-là. Ouais, c'est compliqué, pas pour tout le monde, parce que il y en a, ça dérange pas du tout d'étaler, en fait, si tu veux, le matériel pour justement faire croire aux gens que regarde, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, j'ai cela. Moi, je suis peut-être d'une autre génération ou d'une autre éducation où on m'a appris à ne pas, que l'ostentation, c'était pas forcément une bonne chose. Moi, je suis plus Ouais, sur le côté pédagogique, le côté éducation, parce que ce que les gens ont besoin, c'est pas forcément de voir des voitures de luxe, etc. Parce que ils ont l'habitude maintenant avec tous les vendeurs de rêves qu'il y a sur Internet. Moi, ma vision des choses, c'est transmettre de la valeur, transmettre du savoir, rendre le e-commerce accessible, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour eux, le e-commerce, c'est un truc de fou. Mais moi, ce que j'essaie de mettre en place dans mes lives, c'est justement des questions-réponses, où le mec qui a jamais fait de e-commerce de sa vie, il arrive, il me pose des questions, et puis il se rend compte que il peut lui aussi faire ça, tu vois, sans avoir besoin de lui montrer des Rolex, des machins, comme le business model que tu vois dans les réseaux sociaux. bien sûr. Mais justement, on parle de débutant. En gros, pour un débutant, premièrement, c'est quoi le FBA, Amazon FBA? C'est ce qu'on voit partout, c'est ce qu'on entend, c'est le terme global à l'activité. Ça veut dire quoi FBA? Et qu'est-ce que Amazon en gros gère pour toi? Alors, FBA, c'est l'acronyme de Fulfilled by Amazon. Donc, en français, ça veut dire expédié par Amazon. Donc, c'est un programme qu'ils ont mis en place, justement, donc ce que je te disais, où ils vont stocker ta marchandise, livrer les clients et même s'occuper des retours. Donc, c'est eux qui s'occupent de toute la partie logistique. Donc, c'est ce qui est le plus chiant dans le e-commerce, c'est tout ce qui est géré, la clientèle avec j'ai pas reçu mon colis, les numéros de suivi, les retours, etc. Tout ça, tu le délègues à Amazon et c'est ce qui te donne ta liberté. Hein. C'est-à-dire, au lieu de passer tes journées à gérer tes colis, c'est Amazon qui le fait. Donc FBA, c'est ça la définition. Et c'était quoi ton autre question? Mais du coup, quand je te disais qu'est-ce que Amazon gère pour toi, Ah, on est un peu là-dedans. Tu as un peu répondu. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses, ouais. on va en venir. Mais juste, les amis sur le chat, là, vous êtes un peu partout. Ceux qui veulent voir sur un écran un peu plus large, vous pouvez venir sur Twitch ou YouTube. Nassim a aussi connecté ses réseaux. Le but, c'est de parler d'Amazon FBA, l'autre partie e-commerce.
c'est pas juste du e-commerce sur votre propre site, c'est aussi se servir de toute la puissance d'Amazon. Et Nassim, qui est un vendeur professionnel sur Amazon, il est plus à son coup d'essai. Et là, justement, pour répondre à ces questions, là, l'idée, ça va être, par exemple, ma première question, c'est comment on va choisir un produit gagnant? Comment je vais trouver le produit à vendre? Est-ce que cette télécommande, je peux aller la vendre sur Amazon? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, il y a un truc, moi, il y a un terme que j'aime pas trop, c'est produit gagnant, en fait. Et parce qu'on entend beaucoup ça, produit gagnant, comme s'il y avait un produit qui allait te changer ta vie. Ça fonctionne pas comme ça. En fait, faut savoir que pour trouver des produits à lancer, donc il faut faire des recherches de produits. On a accès sur Amazon à des millions de produits qui sont vendus. D'accord? Et on a des outils aujourd'hui qui permettent d'analyser quels sont les volumes de vente, quels sont les chiffres d'affaires que réalisent ces vendeurs, quel est le volume de recherche au niveau des mots-clés de ces produits-là, quelle est la saisonnalité, c'est-à-dire à quel moment il y a plus ou moins de demandes. On peut également calculer sa rentabilité à l'avance. Donc, si tu veux, avant de lancer un produit, on passe par cette phase-là de recherche de produits. Et c'est comme ça qu'on va dénicher des produits. Par exemple, je te donne un exemple avec une technique de recherche de produits dans le but d'améliorer la niche. Donc, par exemple, tu as une niche qui vend bien. Il y a pas mal de chiffres d'affaires, mais dans la note, les évaluations sont faibles. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un produit qui va venir répondre et combler la lacune de ce produit-là. Comment on fait ça? On va analyser les évaluations des clients, parce qu'on a accès aussi aux évaluations, et on va faire, avec l'IA par exemple, on va interroger l'IA et lui dire, voilà, dans les clients de ce produit-là, de quoi est-ce qu'ils se plaignent, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir. Et nous, la stratégie, c'est d'aller voir un fournisseur qui va justement répondre à cette demande-là. Et quand on va venir positionner notre produit, automatiquement, si on a bien fait les choses, on sera mieux noté, meilleure évaluation, donc on prendra une part du marché. Et c'est comme ça qu'on s'installe sur du long terme sur Amazon. Ouais, bien sûr. La première question, j'imagine, que tu as vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est d'ailleurs la même question, si moi je voulais investir, concrètement, pour démarrer, combien il faut investir? Tu vas me dire, bien sûr, si tu as 50 000 euros, mais là, pour démarrer, on connaît la complexité en France. On démarre très souvent des entreprises sans argent, sans budget. On essaie de limiter et on ne sait pas définir même la matière première. Du coup, pour démarrer vraiment, là, tout de suite, Ouais. avec quelque chose qui peut me rapporter, pour réinvestir. Ouais, en fait, c'est une question, c'est difficile à répondre parce que ce qu'il faut savoir, c'est du commerce. Donc, tu dois acheter ta marchandise pour la revendre. Donc, déjà, il te faut de quoi acheter ta première quantité, de quoi l'expédier, de quoi déposer ta marque. Et ça va dépendre du produit. Donc, si c'est un produit que tu vas sourcer à 30 centimes, il ne te faudra pas grand-chose, même si je déconseille de partir sur ce produit-là. Mais il faut savoir que ce qui compte, c'est pas combien tu as à investir, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont démarrer avec des petits budgets. Quand je dis petit budget, c'est minimum 2, 3, 4 000 euros. D'accord? Ça te permet de te lancer. Mais derrière, il ne faut pas s'attendre à des résultats où tu vas gagner ta liberté. D'accord? Tu vas commencer peut-être à générer 5 000, aller entre 5 et 10 000 euros de chiffre d'affaires si tu fais bien les choses au bout de plusieurs mois. Mais tu seras toujours limité, faudra faire des choix, des arbitrages. C'est tendu. Il vaut mieux démarrer avec, voilà, être plus confortable, être plus à l'aise que compter ses sous quand tu te lances là-dedans. De toute façon, avant de te lancer, moi j'ai mis en place un budget prévisionnel de lancement et qui va te permettre, en fonction du produit que tu as trouvé, de savoir si ton produit il est viable ou pas. Le truc qu'il y a, c'est que là aussi, les réseaux sociaux ont beaucoup diffusé avec le dropshipping. Oui, tu peux te lancer avec 0 € ou avec 100 €. Tu démarres avec 50 € de ads, de pub sur Google et tu démarres le dropshipping. Sauf que là, on parle de vrai commerce. Tu achètes vraiment ton stock, tu le revends. Donc voilà, moi j'ai des élèves, ils démarrent avec des petits budgets à 3 000, 4 000 € de budget. J'en ai d'autres qui démarrent avec plusieurs dizaines de milliers. Le tout, c'est de démarrer quelque chose et de le faire grossir.
La Ouais. différence, ceux qui démarrent avec un gros budget, ceux qui démarrent avec un petit, ben, le petit, il faudra qu'il réinvestisse avec le temps pour rattraper celui qui a déjà démarré là. En gros, c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, bien sûr. Heu, Quand tu dis, en gros, j'achète mon produit quelque part pour l'envoyer chez Amazon pour qu'eux le vendent et moi je récupère et je réinvestis. En gros, tu fais tout le temps, cette boucle-là. Mais Ouais, du coup, ce produit-là, je sais pas, demain tu veux prendre, tel produit, tu vois, on parle de mon deck là, mon Stream Deck par exemple, ce Stream Deck là, il va falloir que tu le fasses fabriquer pour y apposer ta marque dessus. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un sourcing? Tu fais un ouais. Donc, par exemple, tu te focuses sur les Stream Deck. Ben, en fait, je vais aller chercher tous les fournisseurs et les fabricants de Stream Deck. En Chine, il y en a Ouais. beaucoup. Voilà, c'est l'usine du monde, hein, donc tu vas trouver ton bonheur là-bas. De toute façon, ton Stream Deck, tu regardes derrière, il est marqué Made in China, hein. Donc, il va regarder en live. Ouais, c'est dessous, c'est tout dessous, mais oui, Ouais. oui. Je pense pas que ce soit du Made in France, hein. Non, non, Donc, mais surtout, j'ai déjà trouvé le même avec, juste la marque qui changeait. voilà. Donc, en fait, c'est des produits faits par un fabricant sur lesquels tu peux apposer ta marque, apporter tes différenciations. Donc, toi, par exemple, tu as un Stream Deck qui est blanc. Ben, moi, je vais venir avec un Stream Deck noir, noir laqué, avec ma marque, mon code couleur. Peut-être voir avec le fabricant si je peux pas changer les matières, des touches ou vraiment personnaliser le produit pour avoir un produit unique sur le marché. Parce que ce que font beaucoup de débutants, c'est qu'ils vont venir vendre le même produit que tout le monde, en fait. Mmh. Et le problème qu'il y a, c'est que tu vas te noyer dans la masse et tu feras pas de chiffres parce que les gens, ils se diront vers ceux qui ont déjà de l'historique, ceux qui ont déjà des évaluations, ceux qui sont déjà en place. Donc toi, ils vont te voir arriver le même produit que les autres, zéro évaluation. Il y a de fortes chances que tu fasses rien du tout en termes de chiffres. Donc c'est là où intervient ma stratégie en personnalisant le produit, en apportant un produit unique sous ta propre marque, directement vu avec le fournisseur en Chine. Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce que, c'est long cette partie-là où, tu vas sourcer? Tu vas sourcer, tu vas avoir le retour des fournisseurs, les prix finaux, la négociation, j'imagine qu'on t'annonce un prix, après il faut que tu rentres dans une négo? Ouais, c'est plutôt, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, première partie, c'est trouver le bon fournisseur, parce que des fournisseurs, il y en a plein, mais le bon, c'est-à-dire qui est sérieux, qui a tous les certificats aux normes européennes, qui a le bon prix, qui a les bonnes capacités de personnalisation, voilà, le bon fournisseur, déjà, ça prend du temps. Une fois qu'on a trouvé, on passe par une phase d'échantillonnage, c'est-à-dire on va se faire envoyer un échantillon du produit. Peaufiner, mettre au point les derniers détails, tout ça, ça prend du temps. Mmh. Ensuite, il y a comment dire, la partie fabrication. Donc, en général, c'est au moins 30 jours de fabrication. Et ensuite, bah, la partie expédition qui prend par bateau 2 mois de transport. Donc, il y a quelques mois avant que le produit soit en vente sur Amazon. Et ça, il faut en être conscient. Euh, et c'est primordial parce qu'il faut faire les choses de manière carrée dès le début si tu veux aller loin dans le business et avoir un business qui tourne sur des années. Ouais, bien sûr. Et puis avec Amazon, j'imagine que, c'est pas juste, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça me coûte 10 € à fabriquer le produit, je vais le vendre 60 €, je vais faire tant de marge. Il y a beaucoup de frais à prévoir, beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, Sur la alors, pub, sur, ouais, de toute façon, avant de lancer un produit, on fait un calcul de rentabilité, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous ces frais-là. Donc, effectivement, il y a donc le coût d'achat, le coût de transport, les frais Amazon, les frais d'expédition, etc. Il y a plein de frais qui viennent s'ajouter. Nous, on a l'avantage avant de lancer le produit, de pouvoir calculer cette rentabilité. On ne lance pas un produit si la rentabilité n'est pas bonne. Donc, une fois que tout est carré et qu'on a notre marge, parce que le but, c'est quand même de gagner de l'argent, mmh, on valide, on lance le produit ou pas. d'accord. Et ça, tu as des outils, Oui, alors tu as un outil gratuit qu'Amazon met en place, mais il n'est pas super complet. Il te met les commissions, les frais Amazon, enfin les commissions Amazon, les frais d'expédition, les frais de stockage. Mais moi, j'ai créé une application maison qui permet de prendre des frais qu'un entrepreneur il a et que sur Amazon ils te mettent pas pour avoir au plus juste ta rentabilité. et du coup, cet outil, tu le mets à dispo de tes élèves? Ouais, c'est un outil que je mets à dispo de mes élèves OK. qui leur facilite, enfin, c'est un gain de temps, quoi. Ouais, ça c'est cool et ton produit pour le mettre sur Amazon,
Je sais qu'il y a des ads, il y a de la publicité. Par exemple, le gros produit qui est phare, moi je pensais que c'était parce que c'était le plus vendu ou autre au début. Et un jour, je t'ai entendu dire ça dans un live où tu as dit, mais tout se paye, tout. Sinon, tu es dans les pages d'après. Et du coup, maintenant, je fais attention à ça. Ça a changé ma manière de consommer. Exactement. En fait, maintenant, quand tu tapes un mot-clé sur Amazon, euh, le premier bandeau que tu vois, c'est de la pub. La première ligne de produits, les 5 produits, c'est de la pub. Il n'y a qu'à partir de la troisième rangée où c'est de l'organique. Il démarre là, l'organique. C'est-à-dire que quasiment 100% de visibilité au début, c'est que de l'ADS. L'organique démarre à la troisième. La ligne d'après, c'est encore de la pub. En fait, de plus en plus avec le temps, moi, quand j'avais démarré, ce n'était pas le cas. Donc déjà, il n'y avait même pas ces bandeaux, là, ça n'existait pas. Et il n'y avait que 3 sponsored products. C'est-à-dire que tu avais que 3 produits sponsorisés et le reste, c'était de l'organique. Amazon, c'est un capitaliste, il est là pour faire de l'argent. Il a compris que si on voulait être visible, il fallait payer. Donc aujourd'hui, sur le résultat de recherche, on va dire 90%, 80% de la visibilité, c'est que de l'ADS. Donc aujourd'hui, un vendeur Amazon qui ne maîtrise pas la publicité, il est plus visible, hein, tout simplement. C'est-à-dire il va être en bas, à moins d'avoir vraiment un produit spécifique qui répond à un certain besoin, tu vas avoir ta visibilité. Mais la concurrence, elle est là, hein. Et puis, de toute façon, comme je dis, dans un business, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Maintenant, il faut savoir maîtriser la pub. Ça, c'est un autre métier, hein. Faut savoir que quand tu es vendeur Amazon, tu dois maîtriser plusieurs choses. Mais une fois que tu as compris comment fonctionne l'algorithme d'Amazon, tu joues avec les règles du jeu et tu vas venir prendre ta part du marché comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Du coup, tu as parlé d'organique. Tu as parlé d'organique, tu sais que ça, c'est quelque chose qui me passionne un petit peu. Moi, je fais du SEO. Je sais qu'on peut faire du SEO sur Amazon. Maintenant, j'ai très peu, vraiment, j'ai dû en avoir une seule ou deux, et encore, ça s'est même pas concrétisé, par des vendeurs justement Amazon FBA. Est-ce que c'est quelque chose dans tes formations que tu apprends? Parce que l'organique, plus tu arrives à remonter le plus haut, mieux c'est. Ça t'évite de dépenser de l'argent. Ouais. En fait, faut comprendre que l'algorithme d'Amazon, de quelle manière il fonctionne. C'est-à-dire que pour lui, il va mettre un produit en avant que s'il lui rapporte de l'argent. Donc, automatiquement, comme j'ai dit, Amazon, c'est un capitaliste. Il est là pour faire de l'argent sur tes ventes. Donc, à chaque fois que tu vas vendre, lui, il va prendre sa commission. C'est comme ça que ils font de l'argent. Donc, pour que donc Amazon te mette en avant, te remonte dans les résultats de recherche, il faut que ton produit se vende. Plus ton produit se vend, plus il va apparaître dans les résultats de recherche parce qu'il va gagner un classement, il va ranker. Il y a un ranking. Ouais. Pour chaque produit, il fait partie d'une catégorie et d'une sous-catégorie. Et plus tu vends, plus tu gagnes en classement. Et quand tu gagnes en classement, tu gagnes en visibilité. Une fois que tu as compris ça, tu as compris comment fonctionne l'algorithme. Derrière, il n'y a pas que ça comme critère, il n'y a pas que les ventes, il n'y a pas que la vélocité de vente. Il y a également le nombre d'évaluations. Est-ce que les gens laissent des évaluations positives? Il y a l'interaction avec le client. Est-ce que le client clique sur ta fiche produit? Est-ce qu'il l'ajoute au panier? Ça aussi, ça te donne des points. Est-ce qu'il l'a mis sur sa liste des favoris? Est-ce que le client apporte de l'intérêt à ton produit? Et quand Amazon comptabilise tout ça, il va remonter ton produit, mais le facteur principal, c'est la vente. Plus tu vends, plus Amazon te pousse en avant, et plus tu vends parce que tu es visible. Donc c'est ce que j'appelle le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'une fois que tu as démarré les ventes et tu as démarré un volume de vente intéressant pour qu'Amazon te booste, le but c'est de rester en haut en fait. Et c'est là où intervient la pub, où elle va venir soutenir ta visibilité, parce que le fait de générer des ventes avec la pub, ça va stimuler ton organique et le refaire remonter. Ouais, ce qui n'est pas pareil que Google Ads. Voilà. Mais par contre, c'est un peu le même principe que le SEO. Le SEO, tu sais, tu vas avoir les histoires de taux de rebond. Plus tu vas rester sur le site, plus tu vas prendre le temps, tu vas peut-être convertir, ça va te booster un petit peu.
Donc c'est un peu le genre, mais sauf que eux, c'est vraiment dans le but, de toute façon, du commerce, hein. Ils sont là pour vendre, ils sont pas là pour faire, mettre en avant quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, est-ce que tu as un cas de ta plus grosse réussite, tu dis ce que tu peux dire, hein, de ta plus grosse réussite, mais aussi de là où tu t'es foiré, mais alors foiré complet. Alors, ma plus grosse réussite, je dirais que c'est mon dernier lancement de produit il y a environ 1 an et demi. J'ai lancé 900 pièces d'un produit. Donc en fait, c'était un produit avec 3 variations. Donc ça faisait 300 pièces, 300 pièces, 300 pièces. Et moi, j'avais estimé que j'en avais pour environ 2 mois de stock, selon mes calculs. J'ai fait une estimation. Et dès que mes produits sont arrivés dans les entrepôts, j'ai tout vendu en 20 jours. Ah oui. Et on a le droit de savoir ce que c'est ou pas? Non. Ou c'est secret? Ah non, parce que c'est un produit que je vends toujours Ah d'accord, OK. et c'est pas. En fait, tu verras jamais un vendeur Amazon en private label te dévoiler ses produits. Bah oui, mais c'est normal. Mais je C'est tente. voilà, c'est ton gagne-pain entre guillemets. C'est avec ça que tu gagnes ton argent. C'est pas pour le donner à tout le monde, quoi. Bien sûr. Et du coup, ton plus gros échec? Alors, franchement, j'ai pas eu de gros échecs. J'ai déjà eu un produit qui fonctionnait pas, qui me rapportait pas d'argent, voire même qui me faisait perdre de l'argent. J'ai pu m'en sortir proprement, c'est-à-dire que j'avais pas beaucoup de stock. En plus, je devais avoir peut-être 200 ou 250 unités. Ouais. Je les ai liquidés en fait. Si tu veux, j'ai cassé le prix. Donc j'ai baissé le prix. Je suis arrivé au seuil de rentabilité. C'est-à-dire ni je gagnais d'argent ni j'en perdais. Et j'ai liquidé mon stock comme ça. Et puis j'ai arrêté de le faire. Je m'en suis bien sorti. Après, si c'était un produit par exemple qui était vraiment pas bon, mal noté, etc., j'aurais peut-être pas pu l'écouler comme ça. Dans ce cas-là, j'aurais été obligé soit de le liquider, soit de le détruire, soit une perte sèche, quoi. Ouais, Mais bah, de ouais. gros échecs, non, à part celui-là, ce produit qui a pas marché, j'ai pas de souvenir, un truc qui m'a marqué. Et du coup, est-ce que tu as une erreur de débutant qui va coûter cher à tout le monde, ou qui va coûter cher surtout à personne, que tu vois souvent? Ouais, il y en a beaucoup en fait, hein, il y en a beaucoup. Il y a mal sourcer le produit, c'est-à-dire payer trop cher le produit et avoir une rentabilité qui est bancale. Ça va aussi avec le calcul de rentabilité. Il y a le fait de ne pas prendre en compte tous les frais. C'est-à-dire que moi, avec le temps, j'ai appris qu'il y avait tel frais, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça. Je fais un exemple, mais au début, quand je me suis lancé, les taux de retour, je ne les prenais pas en compte. Mmh. Alors, par exemple, quand tu vends sur Amazon, tu as forcément des retours, il y a forcément des remboursements. Et ça, il faut le prendre en compte. La pub aussi. Euh, Savoir calculer sa rentabilité publicitaire. Ça, c'est des trucs que moi, au début, je connaissais pas du tout et j'ai dû me apprendre sur le tas, me former sur le tas pour m'expertiser dans ça. Mais en gros, il y a tellement de manières de se planter que à chaque niveau, que ce soit au niveau du sourcing, au niveau du création de ta marque, au niveau de calcul de rentabilité, au niveau de choisir le fournisseur. À chaque étape, tu peux te planter de plusieurs façons. Donc, Bah ouais. c'est vraiment important de suivre une méthodologie de ceux qui sont déjà dedans et qui font déjà, en fait. Ouais, non, mais je comprends. Mais tu vois, moi, il y a eu un truc, attends, je vais essayer de te l'attraper, c'est ça là. Regarde, j'ai acheté ça, je pensais que que c'était un desk normal, et c'est juste, hop, je le mets là, Ouais, c'est juste un support, en fait. Il est tout neuf, hein. Je l'ai acheté ok. sur Amazon, et voilà, moi je pensais qu'il y avait le truc. Je me suis fait avoir, j'ai pas fait attention, j'étais fatigué. Ah, ouais, t'as vu, C'était ouais, que il est le support. transparent. Et Ouais. du coup, je le reçois. Go XLR, hein, c'est une bonne marque et tout. Ça m'a Mhm. coûté 70 balles, je crois, 69 euros. Et je me dis, ah ben mince, je me suis trompé. Donc je contacte le service client et puis je dis, je l'ai pris et tout ça, mais je veux le renvoyer, quoi. Et le gars m'a appelé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, au début, il y a eu genre, je peux vous générer une étiquette ou quoi, mais il y a eu un problème. Et je me rappelle plus là de mémoire le petit problème qu'il y a eu. Le gars m'a appelé, il m'a dit, je vous propose, vous gardez le produit, je vous rembourse. Du coup, Ouais. j'ai le produit et il m'a remboursé. Et je me dis, des fois, ça arrive très souvent, on le connaît tous sur Amazon. Et je me dis, en fait, c'est tout à fait normal qu'il se comporte comme ça, Amazon. Il se prend pas la tête parce que c'est pas lui l'acheteur, c'est pas lui le fournisseur, ou pas. Ouais. En fait, alors, tu peux choisir, en fait, si tu veux, les retours, les conditions de retour. Il y a des vendeurs pour qui le coût de retour, ben, ça coûte plus cher que le client il le garde, en fait. Parce que les frais d'expédition,
donc du client vers chez Amazon, ensuite le remboursement, etc. Ces frais-là, autant qu'il le garde, ça revient au même. Et ça simplifie les choses et ça peut éviter une évaluation négative. Ah ben concrètement, tu mets pas d'évaluation? Tu vois, voilà. Donc là, toi, tu es content. Tu vas pas aller sur sa fiche produit, dire c'est de la merde, j'ai commandé ça, j'ai reçu ça. Tu lui mets une étoile, tu vois. Toi, tu es satisfait. Tu as gagné un truc gratuit. Ben, moi, je l'applique aussi dans mon business. C'est une facilité. Ça évite les mauvaises évaluations. Et niveau rentabilité, parfois, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Moi, par exemple, je vends sur TikTok Shop aussi. Et quand j'ai des retours à gérer avec TikTok Shop, euh, je, je leur dis, garde le produit. Ben ouais. Gardez-le. Mais Tu vois. tu parles justement de l'évaluation. Mm. Sur Amazon et peut-être TikTok Shop, ça a un impact réel, une mauvaise évaluation? Oui, clairement. C'est très difficile à rattraper, surtout quand tu démarres. Moi, si tu veux, une mauvaise évaluation, ça ne va pas m'impacter parce que j'ai des milliers d'évaluations. C'est pas une mauvaise note négative qui va me faire baisser ma moyenne. C'est une moyenne, hein. Mais quand tu démarres et que tu démarres avec des mauvaises évaluations dès le début, bah, ta note, elle va piquer. Bah oui. Tu vois. Le but quand tu te lances, c'est d'avoir que du positif. Et après, bon, une fois que tu as pas mal de positifs, te manger des avis négatifs, ça arrive, hein. C'est pas ça qui va faire chuter ton. Donc, très important au début. Quelqu'un qui se lance au début, il y a un client mécontent, il demande un remboursement. Il faut vraiment le caresser dans le sens du poil. Et c'est hyper important pour ton business. Donc, lui offrir le produit, lui renvoyer un autre parce que tu t'es trompé gratuitement. Quitte à perdre ton produit, il vaut 30 ou 40 balles. Il vaut mieux perdre 40 balles de marchandises que se taper une mauvaise étoile qui sera très, très dure à remonter au début. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. C'est un peu le même principe en SEO. De toute façon, plus ta fiche va avoir des mauvais avis, ben, ça va être comment tu vas le gérer. Enfin, il y a plein d'indicateurs. Tiens, on a une question, je vais l'afficher en même temps. Regarde comment c'est technique. Trop bien. Ouais. Est-ce que tu as accès au contact des clients sur Amazon? Alors non, ça fait partie des. Alors il y a beaucoup d'avantages à vendre sur Amazon et ça fait partie des inconvénients. Les clients Amazon appartiennent à Amazon. C'est-à-dire que nous, on n'a pas accès, on a accès à leur adresse, mais c'est tout, on n'a pas leur mail ni leurs coordonnées. Et ils sont ils s'accrochent beaucoup, c'est leurs clients, hein, Amazon. Toi, tu n'es qu'un vendeur, ils te permettent de vendre tes produits en t'apportant leurs clients et des millions de clients, mais on n'a pas accès, non, malheureusement. Après, attention, il y a des techniques, hein, moi, j'ai mis en place des systèmes qui me permettent d'avoir une partie de mes clients. Je ne vais pas dévoiler mon petit tips ici, mais je peux récupérer une petite partie de ma base client et me constituer ça pour de futurs lancements, etc. Ce qui veut dire qu'en gros, je peux moi-même avoir acheté tes produits sans que je sache que c'est toi, et toi, tu peux me les avoir vendus sans que tu saches que c'est à moi. Ouais, moi j'aurai ton adresse et toi, toi, tu sauras qui c'est, tu sauras quelle société te l'a vendu. Ouais, mais encore faut-il que j'aille vérifier à qui appartient cette société et tout ça. Ouais, mais de toute façon, maintenant, même sur les packaging, donc il y a une nouvelle norme, c'est le RSGP. Tu verras sur tous les produits, si tu prends ton desk là, tu regardes derrière, tu verras, il y a le fabricant, l'expéditeur et son adresse mail. Ah oui. Et du coup, comment ça se passe la facturation? Puisque moi, je paye chez Amazon. J'imagine que Amazon te fait une facture à toi ou comment ça se passe? Bah, la facturation, elle est automatique. À partir du moment où tu as enregistré ton numéro de TVA en tant que vendeur, Amazon, ils vont éditer les factures à ta place. Et c'est à ton nom, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est toi le vendeur, c'est tes coordonnées, le client et la désignation du produit. D'accord. Et la facturation électronique qu'on va avoir en France, par exemple, c'est Amazon qui va gérer cette partie-là. Oui, de toute façon, c'est déjà électronique sur Amazon depuis toujours, hein. Tout est Ouais, digitalisé, mais hein. l'électronique, c'est pas forcément le format. Ça va être la déclaration, tu sais, en passant sur des trucs Oui, certifiés bah pour. ça, écoute, j'attends de voir. Je viens de m'inscrire justement là, sur les plateformes. Ok. J'attends de voir comment ça va se passer Ouais. concrètement. Mais Ouais, ouais, ça va démarrer. au 1er, Euh, 1er juillet ou non, en septembre, je sais plus. Tu as dit quoi? Je sais pas quand est-ce que ça démarre exactement. Je crois que c'est septembre. Septembre, ouais. Moi, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Après, comptable. Moi C'est aussi, bon. mais après, je sais pas comment ça va se passer concrètement. Je suis juste inscrit aux plateformes et je sais pas, est-ce qu'on doit uploader nous-mêmes les factures ou j'en sais rien, j'attends de Ouais, je voir. pense qu'il va falloir créer une API, un truc qui part. Ouais.
Du coup, toi, tu es vendeur Amazon. Concrètement, aujourd'hui, tu fais que ça. Tu as aucun intérêt à créer un site internet à côté, sur ton site, sur ton produit, pour le mettre en avant, pour créer une marque, pour aller plus loin dans le branding, ou Alors, c'est important? si, c'est quand même bien d'avoir un site à côté. Moi, je le recommande. Moi, j'ai un site à côté. Ça permet quand même d'apporter de la preuve sociale et ça permet, justement, on en parlait tout à l'heure, on est dépendant d'Amazon quand même. Donc, imaginons, voilà, dans quelques années, je sais pas moi, une guerre avec les États-Unis, ils interdisent Amazon en France, je fais une connerie, mais tout est possible, hein. Bah, ta source de revenus, le robinet est fermé. Donc, c'est toujours bien d'avoir un site à côté. Avec ma stratégie de récupération de clients en parallèle, et puis ça te permet de continuer ton activité derrière. Voilà, donc faut savoir aussi qu'il y a des gens, ils cherchent un produit sur Amazon, et puis après, ils vont le taper sur Google. Donc, s'ils voient une marque sur Amazon, ils vont taper ça sur Google. Ben, le fait que ta marque apparaisse avec son site, avec son branding, avoir un joli site vitrine, ça apporte de la preuve sociale et c'est important d'avoir un site à côté. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et du coup, concrètement, si jamais toi, aujourd'hui, bah, tu devais tout recommencer, là. Tu recommences, est-ce que tu ferais différemment? Est-ce qu'il Ouais. y aurait des... Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, clairement. J'ai démarré trop timidement. Moi, je suis resté peut-être 1 an et demi avec un seul produit, tu vois. Si j'avais su, si j'avais su le potentiel qu'il y avait, j'aurais démarré beaucoup plus fort, plus vite, lancer des produits plus vite pour atteindre les chiffres d'affaires plus rapidement. Moi, T'as j'ai pris démarré mon avec temps. combien? Moi, j'ai démarré tout petit. J'ai démarré avec 2 300 euros. 2 300 euros, c'était le prix de mon premier stock. J'avais commandé 200 pièces. Et pour moi, vu que je travaillais en parallèle, si tu veux, c'était un side business. Voilà. Et puis quand j'ai vu que ça commençait à prendre, je me suis un peu plus focus dessus. Mais j'aurais dû démarrer plus vite, plus fort. Mais bon, quand tu démarres, tu as toujours cette crainte, tu as peur, tu as peur d'investir, machin. Tu as besoin d'avoir des retours, que ça te prouve que ça marche en fait, pour Ouais, investir. bah Donc ouais. l'un dans l'autre, ouais, je pense que j'aurais dû accélérer plus vite et apprendre également, me former à, à tout ce qui est ads. Parce que le nerf de la guerre sur Amazon, c'est celui qui contrôle la pub, sa rentabilité et qui comprend réellement comment fonctionne l'algorithme. Hmm. Si j'avais eu toutes ces connaissances plus vite, bah, j'aurais avancé plus vite. Bah ouais. Et Ouais. du coup, là, de toute façon, c'est le nerf de la guerre, mais est-ce qu'il y a un intérêt, ou pas d'intérêt, d'arriver et de pas faire d'ad? De penser que l'organique va suffire? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Tu peux vendre sans pub. Moi, au début, je vendais sans pub. Parce que je ne savais pas me gérer l'Ads, donc j'étais tout en organique. Mais je faisais peut-être 4 5 ventes par jour en organique. Dès que j'ai commencé à gérer l'Ads, je suis passé à entre 15 et 20 ventes par jour. Donc forcément, tu es plus visible, tu vends plus. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se lance sans publicité, sauf cas exceptionnel, c'est-à-dire vraiment dans une niche avec peu de concurrents, avec un produit très spécifique, un produit sombre du bricolage, il y a un petit outil qu'il n'y en a que 2 3 qui le vendent, potentiellement, tu peux faire de l'argent. Mais si tu te lances dans un produit sur lequel il y a de la demande, c'est quasi obligatoire de gérer la Oui. pub derrière. Ouais. Bah oui. Et du coup, quand tu crées ton produit, tu crées une marque. Est-ce que tu la déposes à chaque fois? Parce que ça a un coût à l'INPI aussi. Mm. Est-ce que tu la déposes tout le temps? Ben, normalement, quand tu crées une marque, oui, donc tu dois la déposer à l'INPI, ça coûte environ 190 euros. Si les produits que tu lances sont toujours dans la même niche, tu n'as pas besoin de créer une autre marque. Maintenant, si tu pars vraiment sur des produits qui n'ont rien à voir, tu dois redéposer une marque. Mais idéalement, quand tu te lances dans une niche, eh ben, il faut lancer des produits dans cette niche-là, dans ce catalogue-là, pour avoir une marque cohérente en fait, qui est spécialisée dans un certain domaine. Ah ouais, je comprends. Après, tu as la stratégie où tu as des gens, ils créent des marques généralistes où ils vendent de tout et n'importe quoi dedans.
ça marche, hein. Il y en a qui, les Chinois font beaucoup ça. Ils vont avoir une marque, ils vendent une peigne à cheveux, brosse à dents, des chaussures, voilà. Sauf que eux, leur objectif, ils n'ont pas un objectif derrière de revendre leur marque. Ils sont là juste pour faire de l'argent sur Amazon. Et moi, ma stratégie, elle vise aussi à plus tard, si tu veux revendre ta marque, ben, de revendre une marque qui est spécialisée dans un domaine. Ouais, avec du chiffre, avec du bénéfice et tout Voilà. ça. Et est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec un fournisseur? Je sais pas, le conteneur qui tombe à l'eau. Oui, 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 oui. Non, bah, je n'ai pas eu de conteneur qui tombe à l'eau, mais j'ai eu beaucoup de retard parfois, qui peuvent causer des gros problèmes derrière au niveau de rupture de stock, au niveau de réapprovisionnement, donc c'est stressant. J'ai eu ouais, des blocages, des conneries d'étiquetage, parce que ça a mal été étiqueté. Ouais, j'ai déjà eu des trucs comme ça, ouais, bien sûr. C'est des choses qui arrivent, hein. Et de la fraude client? Fraude client, non. Forcément, j'ai dû avoir des remboursements abusifs, des gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre, etc. Mais ça fait partie du jeu. Mais c'est pas ça qui va impacter en fait mon chiffre. Ouais. Mais ouais, des clients qui demandent des remboursements alors que tout va bien parce qu'ils savent, ils connaissent le fonctionnement d'Amazon etc. Ouais, j'en ai déjà eu. Mm. Et Mm. j'ai vu aussi sur Amazon, moi j'ai acheté la dernière fois un petit truc pour les petits, pour qu'ils puissent glisser, tu sais, dans le jardin, s'amuser. Et je vois qu'il y a, pour la plupart, ils utilisent des photos fournisseurs. Avec un clic droit dessus, rechercher avec Google Lens, on arrive à retomber sur le truc AliExpress, ce genre-là. Est-ce que tu conseilles justement, avec les IA qu'on a aujourd'hui, on peut faire des dingueries? Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu recommandes? Même si je connais déjà la réponse et tout le monde la connaît. Ouais, tu t'en doutes bien. Ceux qui utilisent les photos fournisseurs, c'est clairement, c'est des débutants qui font ça. C'est pas du tout dans l'esprit de. Déjà, c'est pas compatible avec ton private label parce que si tu vends ta propre marque, le produit il est personnalisé. Et ça, c'est justement ceux qui contribuent à saturer le marché, c'est ceux qui font ça. Ils prennent les photos fournisseurs, ils les mettent sur Amazon. Du coup, tu te retrouves en tapant un mot-clé avec 5-6 vendeurs, ils vendent le même produit avec les mêmes photos. Et c'est nul. Parce qu'en fait, qui c'est qui va vendre? C'est celui qui est le moins cher. Ah oui. Donc c'est une guerre des prix vers le bas. Donc tu es obligé de tirer tes prix, tirer ta marge et limite ne pas gagner d'argent pour vendre parce que tu vends le même produit que tout le monde. C'est justement là que la stratégie du private label, c'est pour ça qu'elle a été faite. Et si jamais t'as pas envie, comme un bon vieux français que nous sommes, on n'aime pas baisser nos prix. Tu sais, on l'a vécu à la fin du Covid, où les gens ont dit, bah, vu que j'ai perdu 2 mois de confinement, bah, du coup, on va clairement augmenter les prix pour rattraper ce retard, ce qui est une mauvaise stratégie, hein, au final. Est-ce que sur Amazon, ça, tu le vois, ce genre de réflexion, ou de dire, bah, moi, je baisse pas mes prix, tant pis, et où du coup, tu vends pas? Est-ce qu'il y a des sanctions aussi? En fait, si tu baisses pas, enfin si tu montes tes prix, la première sanction, c'est pour toi, hein. Tu vendras pas tout simplement. Parce que les gens qui achètent sur Amazon, ils regardent les prix, ils comparent. Donc un produit équivalent, qualité équivalente, si c'était plus cher, voilà, hein. Tu vas Ouais, mais pas. au-delà de pas vendre, Amazon, ils vont stocker mes produits pendant longtemps. Ah oui, bien sûr. Si tu vends pas ton produit, ton stock, il n'y a pas de roulement, c'est-à-dire le stockage, il baisse pas chez Amazon. Et si un produit prend ton stock, il prend la poussière chez Amazon, tu as des frais de stockage qui s'appliquent et tu vas casquer d'une manière ou d'une autre. Donc d'une part, tu perds de l'argent parce que tu vends pas, et deuxième part, tu payes des frais de stockage parce que Amazon, eux, ils sont pas, c'est pas gratuit le stockage. Ils veulent un stock qui tourne avec du roulement, tu vois. Hmm. Donc Donc ça tu veut payes. dire qu'ils peuvent te sanctionner, ils peuvent dire, bah, puisque tu vends pas, reprends tes produits, ou juste Ah ils oui, te font jusqu'à un payer. certain délai, ouais, si tu dépasses plus de 180 jours. En fait, il faut savoir une chose, c'est que les frais de stockage, c'est selon le poids volumétrique de ton produit, selon le volume que tu occupes dans les entrepôts. Plus tu as un produit volumineux, plus tu payes des frais de stockage. Plus tu as un petit produit, et moins tu payes. Et tu as jusqu'à 180 jours, tu as un tarif. Au-delà de 180 jours, donc 6 mois, les frais augmentent. Donc en gros, bouge-toi parce que ça fait 6 mois qu'on a ton stock. Donc les frais, et à bout d'un moment, ça va devenir ingérable pour toi. Donc il faudra que tu arbitres, hein. Soit tu récupères ton stock, hein, ils vont te dire, bon, vous récupérez vos stocks, soit nous, on le détruit ou on le liquide.
ou faites quelque chose, quoi, tu vois. Sinon, tu vas casquer. Mais ça veut dire que concrètement, donc Amazon peut te sanctionner comme ça du jour au lendemain ou te faire payer. Mais quand tu dis au bout de 180 jours ça paye, ça veut dire que tu estimes que tout ton stock va déjà être vendu en fait. En 6 mois, tu as tout vendu. Ah oui, bah, de toute façon, il faut jamais prendre du stock pour 6 mois. Il faut qu'il y ait un roulement. D'accord. Il faut que tu prennes du stock pour un mois, puis le mois d'après, il y a le réassort qui arrive, il faut que ça tourne en fait. Et là, tu vas pas payer, tu vas pas payer grand-chose en stockage. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça bouge en fait, que ton stock il se vende et qu'il y ait du roulement. Mais si c'est un stock qui se vend pas et qui reste là-bas, oui, c'est sûr que c'est de la perte pour toi, hein. Mais du coup, tu es obligé de prévoir ça dans ton sourcing et dans ta relation avec le fournisseur pour que il n'y ait pas un mois d'écart entre les deux, par exemple. Genre, tu vas pas attendre qu'il t'en reste deux pour relancer. Exactement. Là, il faut gérer son cash flow, gérer son réapprovisionnement. Donc, en fonction de tes volumes de vente, tu vas estimer combien de temps de stock il te reste et c'est à ce moment-là que tu dois réapprovisionner. Ouais, non, c'est quand même un vrai métier parce que il faut vraiment tout gérer, tout anticiper et se dire, bah tiens, je vais lancer la deuxième saison des produits alors que la première, finalement, j'ai pas tout vendu. Ça se trouve, tu n'auras même pas vendu, tu vas recevoir ça. Enfin, il y a plein de Exactement. paramètres. Mais rien que ça, déjà, c'est un métier à part, ça. Ça s'appelle logisticien. Ça, il y en a dans les grandes surfaces, etc. Tu as des mecs, c'est des logisticiens. Leur job, c'est ça. Et toi, ben, bon, nous, on a des outils qui nous permettent de gérer ça. Mais rien que ça, comme tu as dit, c'est-à-dire que là, par exemple, j'étais avec une élève en coaching hier. Elle a commandé 400 pièces. Les 400 pièces arrivées chez Amazon, je lui dis, bah, il faut que tu relances ta commande de 400 pièces à ton fournisseur. Parce que le temps de fabrication et d'expédition, ton stock, il va durer 2 mois. Ben, dans 2 mois, il faut que ton stock, l'autre, il arrive, tu vois. Ça fait que tu recommandes à ton fournisseur alors que tu n'as pas encore vendu. Là, Ah bah oui. c'est comme ça. Pour finir, des petites questions que je m'étais notées. En gros, en une phrase, le FBA en 2026, c'est une opportunité ou c'est sur la fin? Est-ce que ça fonctionnera tout le temps, tu penses? Alors, sur la fin, non, clairement non. Parce que Amazon ne cesse d'avoir de la croissance et ils ouvrent des entrepôts encore partout en France et partout. Voilà, c'est en plein boom. Le e-commerce, on n'est pas du tout arrivé au plafond, hein. C'est de plus en plus. Et pour moi, 2026, c'est une opportunité, surtout, grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, quand je me suis lancé, il y a 7 ans, et moi qui lance un produit aujourd'hui, mais tu gagnes un temps fou. Je te donne l'exemple des photos produits. Euh, Parfois, tu n'as pas besoin de photographe. Avant, il fallait envoyer son produit chez un photographe, dans un studio, machin. Il fallait prendre une agence avec des influenceuses ou des hommes ou des mannequins pour ton produit, pour le mettre en vidéo, le mettre en scène, en utilisation, etc. Aujourd'hui, tu peux tout faire avec l'IA et en 3 minutes, quoi. Que ce soit au niveau du SEO, que ce soit au niveau du référencement, au niveau des analyses des rapports publicitaires, on gagne un temps de fou aujourd'hui avec l'IA. Donc je pense que c'est une opportunité de se lancer aujourd'hui. On est quand même encore au début de l'IA, que d'attendre que tout soit trop automatisé et où ça devienne un peu plus. En gros, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui apprend maintenant, il va avoir de l'ancienne méthode et de la nouvelle méthode. Ceux qui vont arriver dans plusieurs années, ça va être, je pense, beaucoup ciblé sur l'IA et du coup, ils vont perdre le savoir-faire parce qu'ils vont trop se reposer sur l'IA. Il y a aussi ce truc-là, c'est qu'il faut. L'IA, elle va t'aider, c'est un outil, mais elle ne va pas t'apprendre l'essence de la vente et comment fonctionne réellement en fait le business. Je Ouais. pense qu'il faut avoir les mains dans le cambouis et s'aider de l'IA. C'est un peu comme dans le SEO, hein. Les gens se sont tellement basés sur le SIA à faire du contenu de merde qu'aujourd'hui, dans les SERP, tout est éclaté, quoi. La concurrence, elle est complètement éclatée. C'est Mais, ça. ouais, non, mais c'est quelque chose. La question que je me pose, je connais ton site. D'ailleurs, les amis, je vous mettrai le site dans la description. C'est Liberté 3.0, 3.0, je sais plus quoi. Ouais, Attends, liberté3p0.com. je vais vous le réafficher, les amis. Regardez, il y a un petit bandeau qui défile. Euh, de toute façon, vous tapez Nassim Liberté 3.0, vous allez voir, il est premier, numéro 1 partout. Euh,
ce que je veux dire, c'est que tu fais du Amazon FBA, ok? Ça, c'est ce que tu fais tout le temps. Il y a le logo Amazon. Et je me dis, bah, tiens, c'est bizarre. euh, Pourquoi tu vends pas sur ces discounts? Je sais pas si je réponds à à cette question, mais euh, Cdiscount, ils m'ont contacté plusieurs fois, ils m'ont mis à disposition un commercial de chez eux pour lancer mes produits, etc. Mais j'ai eu des retours négatifs de vendeurs à Cdiscount. Et le gars que j'ai eu, il m'a pas rassuré sur leur mode de fonctionnement qui est pas aussi transparent qu'Amazon. Et mais c'est pas encore exclu, hein. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que quand tu as un produit qui se vend, le fait de le dupliquer sur différents canaux de vente, c'est facile, hein, le plus gros il est fait. Donc là, concrètement, j'ouvre un compte sur Cdiscount, je leur envoie la marchandise, c'est parti, tu vois. Hmm. Mais voilà, j'ai eu des gens qui m'ont un peu, qui ont vendu et qui sont partis de Cdiscount parce que voilà, j'en ai entendu deux, trois comme ça. C'est ça qui m'a un peu refroidi, mais d'a priori, ils ont changé leur méthode, donc ça reste encore à voir. Ouais, bah, ok, donc ça veut dire que quelqu'un qui fait du Amazon FBA en dehors de toi, d'autres certains peuvent aussi faire du Bien Cdiscount sûr. FBA, enfin peut-être pas FBA, FBC. Oui, oui, ils ont leur programme équivalent, hein, avec du stockage aussi, hein, c'est expédié par Cdiscount, un truc comme ça. Voilà. Bon, je vends sur TikTok Shop parce que bon, ben, comme je suis beaucoup présent sur TikTok, je me suis dit bon, ce serait bien de tester. Et effectivement, bah, TikTok Shop, ça me permet aussi d'avoir une source supplémentaire pour écouler mes stocks. Et par contre, TikTok Shop, c'est facile, vraiment, euh, de mettre ça en place parce que, bah, comme je dis, j'ai déjà le produit. Ça a été vite fait. Enfin, j'ai fait vraiment un copier-coller de mes fiches produits Amazon sans SEO parce que le SEO sur TikTok Shop Non, ça sert pas. ne sert à rien. Il faut, parce que la méthode de recherche d'un produit sur TikTok Shop n'est pas la même que sur Amazon. Parce qu'en fait, je connais pas les chiffres, mais je dirais que 80% de ce qui se vend sur TikTok, c'est avec des vidéos. Donc, parce que la plateforme, c'est une plateforme vidéo où on scrolle. Hmm. Donc, dès que tu tombes sur quelqu'un qui présente un produit, les ventes se font comme ça. Je connais pas trop de personnes qui vont dans l'onglet shop, recherche de produits et qui achètent leurs produits sur TikTok. Non, ça marche pas comme ça. Je pense que l'intention de celui qui va sur TikTok, c'est regarder les vidéos, c'est pas d'aller acheter, faire ses courses. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très accessible. Quelqu'un qui connaît rien à l'algorithme ou au SEO de vendre sur TikTok Shop, ça c'est clair. Et du coup, quand tu vends sur TikTok Shop, tu vends, c'est quoi? Tu mets à disposition tes produits pour les créateurs de contenu qui eux-mêmes font des vidéos pour gagner des commissions, ou c'est toi qui le présentes, ou alors quand dans tes lives en bas, alors j'en ai jamais vu, mais des fois je vois ils ont des bandeaux, il y en a ils vendent de la vanille ou des trucs comme ça, ils ont des bandeaux, tu peux acheter direct, je trouve que c'est pratique, ça vend vite. Ouais. Non, enfin oui, du coup c'est des créateurs TikTok Shop, hein. Donc ils présentent mes produits, voilà, machin, avec le petit caddie orange. Alors, j'utilise cette technique-là. Moi je le fais pas personnellement parce que j'ai pas envie de cramer mes produits. Ouais, Donc ouais. c'est d'autres qui le font pour moi. Et euh, puis ça marche. Je trouve que ça vient révolutionner un petit peu le e-commerce parce que ça permet aux créateurs TikTok Shop d'avoir des sources de revenus. C'est facile, quoi. Tu vois? Ouais, c'est plus simple. Quelqu'un qui a des abonnés, il prend un produit, regardez, ça c'est exceptionnel. En plus, ils en font plein là, en ce moment, les DJI attaquent, regardez, machin, nan, nan. Caddie orange. Toi, tu touches ta commission. Hmm. Ouais, bien sûr, j'en vois plein le faire. C'est une dinguerie. On est en 2026, tu peux faire de l'argent euh, facilement, en fait, aujourd'hui, hein. Celui qui se bouge un peu, il peut lancer sa marque sur Amazon, il peut faire du TikTok Shop, il peut faire du business avec de l'IA, avec du référencement. Le tout, c'est de s'intéresser à un sujet, à quelque chose qui t'attire et te mettre à fond dessus. Et on vit une époque où c'est facilité. Oui, C'est accessible, en fait, les choses. c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, TikTok, alors que ça soit TikTok Shop ou d'autres plateformes, il faudrait qu'ils fassent la même chose pour les services, la prestation de service. Ça serait Ah pas oui. mal.
C'est pas C'est bête ça, pas mal. ouais. Mais ils le feront jamais. Ils le feront jamais parce que c'est vraiment la porte ouverte à l'incompétence pure et à derrière les mauvais retours, tu vois. Un produit, bon, il va pas ou tu le reçois pas, tu te plains, on te rembourse, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Là, sur une prestat de service, faut que eux acceptent tes prix, qu'ils prennent leur com, enfin, c'est pas le même système. Ouais, je pense que sur les prestations de service, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait des achats. Tandis que la prestation de service, ça passe toujours par un devis, machin, et je pense qu'ils n'ont pas le contrôle sur les transactions et trucs comme ça. Donc, tu achètes un produit, il a un prix, tu achètes, TikTok, ils prennent leur commission, tu vois. Ah, bah oui, Et quand c'est du service, tu peux récupérer le client. Tu vois, c'est un peu bancal pour eux, donc je pense pas que ça les intéresse, comme tu as dit, ouais. c'est ça. Alors, il y a Toto qui nous dit, est-ce que tu as des actions marketing Instagram et Facebook, donc Meta, Ad, en parallèle, en plus? Alors non, moi j'utilise uniquement la publicité que sur Amazon. Les clients sont déjà sur Amazon, en fait, tu as des millions de clients. C'est eux qu'il faut capter dans les résultats de recherche. Maintenant, tu peux ramener du trafic de l'extérieur, Insta, Facebook, etc. Mais pour ma part, ça n'a pas été rentable. Là où tu dois être visible, c'est directement sur Amazon, c'est pas sur les réseaux pour vendre ton produit. Je suis présent sur mes réseaux avec ma marque, mais c'est plus pour de la preuve sociale et de la fidélisation de clients que de la vente. Bah oui, c'est ça. Donc, bon, bah, c'est plutôt intéressant, je trouve que plutôt complet, tu as répondu à pas mal de questions. Après, pour ceux qui le demandent, hein, lui, son métier, c'est de vendre sur Amazon. Il n'est pas là à vous dire ce qu'il fait ou autre. Ça, c'est son métier, son gagne-pain, c'est avec ça qu'il vit. Il fait des formations pour vous aider à vendre sur Amazon plutôt que de vous effondrer et vous cogner face à un mur parce que vous aurez investi sur un produit qui ne va pas marcher. Et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il fait ses formations, contrairement aux vieux vendeurs là, de formation qu'on connaît partout et qui d'ailleurs dénigrent même euh, la vente de formation. Même moi, des fois, j'ai honte de dire je vais vous faire une formation. En fait, je dis je vais même pas vous former. Allez vous effondrer tout seul, tu vois. Parce qu'en fait, ces gens-là dénigrent la formation de base, tu vois. Ouais. Et Bah, c'est devenu. Ça a une mauvaise réputation maintenant quand tu dis que tu proposes une formation. À cause de ces gens-là qui ont escroqué, qui vendent du rêve, qui sont pas compétents, Voilà, même moi, des fois, j'ai honte de dire bah, j'ai créé une formation, tu vois. faut Donc, des changer, fois, faut absolument. j'essaie de changer les mots. Je dis j'ai créé une école. J'ai. Voilà, je préparais même une méthodologie. J'évite de dire formation parce que de suite, tu as assimilé une étiquette euh, qui est péjorative aujourd'hui, c'est malheureux, mais après, il n'y a qu'à voir les résultats, ceux qui se forment chez moi, les résultats qu'ils ont, le changement de vie qu'ils ont eu. Mais malheureusement, même toi, je pense pareil sur tes lives, t'oses pas dire j'ai créé un truc ou j'ai fait une formation pour vous. Non, non, moi, là, je vais faire des formations gratuites, plus des tutos ou des choses très bas. C'est pas un gagne-pain pour moi, la formation, ben, comme toi, hein, c'est pas un gagne-pain du tout, c'est pas ton activité principale, tu le fais parce que tu aimes transmettre. Hein. Moi, si je le fais, c'est parce que j'en ai marre que les gens fassent n'importe quoi. Et je le prouve, tu sais, il y a 3 jours en live, j'ai dit regardez cette page, on a regardé en temps réel, je n'apparaissais pas dans les 10 premières pages sur un mot-clé concurrentiel à 28%, donc ce qui est quand même pas trop mal. Et c'est que des concurrents dans le métier du SEO. Donc je me suis dit finalement, les concurrents sont quand même expérimentés, tu vois, tu t'affrontes pas contre n'importe qui. Le soir, on travaille la page, j'ai montré mes techniques avec mon outil et je le publie. Le lendemain, j'étais sixième. C'est-à-dire que j'étais dans la 10e page ou après la 10e page et le lendemain, je suis sixième et aujourd'hui, je suis quatrième sur ce mot-clé. Et dans 2 semaines, je serai deuxième ou premier comme la plupart des mots-clés. Mais ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde. Là, si je parle de moi, parce qu'il y a tout un environnement, il y a plein de choses. Mais en fait, c'est des choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et du coup, moi, je me dis, bah, tu veux ce résultat-là, fais des techniques comme ça marchera peut-être pour toi, ça marchera peut-être pas. Mais si tu fais pas de la vidéo, c'est pareil pour le e-commerce. Hein. Si tu fais pas de la vidéo, si tu mets pas en avant ton produit ou ton service ou ton expérience, bah, finalement, ça ne marchera pas. Ça marchera pas parce que tu crois pas en toi.
Et je pense que la première règle, c'est de croire en soi avant de faire croire aux autres que tu n'y crois pas. Exactement. Mais après, il faut aussi dire les choses clairement. Moi, le fait de proposer mon savoir-faire, c'est pas gratuit. C'est 7 ans d'expérience. C'est un raccourci pour celui qui veut faire les choses comme un vrai pro. C'est de la valeur. Donc oui, c'est un plaisir de partager, de donner un maximum de valeur. Mais derrière, moi, il y a tout un travail qui a été fait dans cette formation. Il y a un suivi que c'est moi personnellement qui gère ce suivi-là. C'est moi qui fais les coachings de mes élèves. Donc c'est du temps à moi. Et ce temps-là que j'utilise pour mes élèves, pour les former, c'est du temps que j'utilise pas pour faire grossir mon business. Donc c'est un business à part entière également. Ça, faut être totalement transparent. On ne fait pas ça par pure gentillesse ou par bénévolat. On le fait naturellement parce que c'est quelque chose, c'est une passion. On partage. Toi, le SEO, tu kiffes ça, je le vois. Moi, d'ailleurs, je me régalais quand tu faisais tes vidéos avec l'IA et tout parce que tu es passionné par l'IA, tu es passionné par le référencement. Donc, tu partages, tu donnes beaucoup. Mais derrière, celui qui veut atteindre un niveau, ton niveau à toi, bon, ça a un coût. Tu vois. Donc, ça, il faut être conscient des choses. C'est du service, c'est du temps. Et puis voilà. Ouais, mais les gens ont l'impression vraiment que tout doit être donné gratuitement parce qu'on donne de la valeur. Moi, quand je donne de la valeur, je la donne sans même penser que c'est de la valeur. Bon, Je le dis. Mais toi, pareil. Je le dis. Et après, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une technique et peut-être que tu devrais le faire. Peut-être que tu le fais. Moi, tous mes lives, tous à 100%, je les enregistre en fait. Pas en vidéo, mais je les enregistre en audio. C'est-à-dire que tout ce que je dis ici, c'est retransmis. Et dans mon Notion, où je fais des résumés d'extraction de valeur. Et après, je compare par rapport aux valeurs existantes que j'ai déjà. Et si jamais je dis déjà la même chose, ça ne le récupère pas. Par contre, si je dis quelque chose d'autre, du coup, ça va le récupérer. Et en fait, tout ça, ça me sert pour alimenter soit mon outil Bot SEO pour le SEO, donc donner de la valeur et former mes agents à cette valeur-là. Soit sinon, je la garde pour quand je travaille sur des livres ou des tutos, des formations, des accompagnements vidéo. Du coup, je le garde pour ça. Ouais, ça, parce que moi, je pourrais faire exactement la même chose que toi. Parce que effectivement, moi, les lives que je fais, je réponds à des centaines de questions. Et c'est vrai que si j'avais cette base de données-là, tu peux en faire une formation. C'est pour ça. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Mais après, derrière, bon, il y a tout l'aspect aussi partage d'écran, technique et tout, que tu peux pas expliquer forcément. Mais oui, tu peux apprendre déjà énormément de choses sur les lives et sur le contenu donné, quoi, gratuitement. Oui, c'est ça. Et surtout, les gens, tu as parlé d'IA tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que je fais des vidéos, tu vois, avec Stallone et tout ça. Je m'amuse. Ça, si vous voulez les voir, il faut aller sur Instagram ou Facebook. C'est les deux seules pages parce que TikTok restreint trop et YouTube, c'est fait plus pour le SEO. Donc, je mélange pas. Mais tu vois, j'ai fait une vidéo avec même le mec de Bad Boy, Martin Lawrence, ou Stallone, où je m'amuse et je le combats. Et en fait, les gens te disent quel est le prompt que tu as fait pour ça. Et les gens pensent une seule seconde que c'est un prompt, ça te génère ça, et puis c'est bon, c'est fait. Ça marche pas comme ça. Avant d'arriver à ce niveau de vidéo, il faut quand même tester beaucoup de choses, il faut faire du montage, du découpage, parce que dans l'IA, on a plus de 80% de perte de déchets. Et après, il y a des techniques, il y a des astuces. Moi, j'utilise, et ça, vous devez vous en servir pour le son. Je vais générer des vidéos pour générer un son immersif, et je vais récupérer que le son immersif et pas la vidéo. Donc du coup, je génère une vidéo sans utiliser la vidéo, c'est juste pour le son. Ok, donc toi, tu vois, tu fais des déchets, toi. Je fais des déchets que je recycle. Je fais du développement durable. Ok, d'IA. Voilà, développement durable d'IA. Bon, mais les amis, si vous voulez suivre Nassim, vous tapez Nassim Liberté 3.0, que ce soit sur son site ou sur ses réseaux. Allez le suivre sur TikTok principalement, c'est là où il fait ses lives le soir. Il a beaucoup de monde, beaucoup de questions, donc beaucoup de valeur. Quand vous y allez, envoyez-lui un petit trompe d'éléphant de ma part de temps en temps. Et ça le perturbe quand il parle sérieusement, c'est tellement marrant. Tellement marrant. Ludo, il dit que j'ai l'empreinte carbone du Luxembourg.
Donc voilà, allez le suivre à Nassim en tout cas. Nassim, ben merci pour ce petit podcast là, ça fait 1 heure, c'est cool. Et Merci puis à ben, après, toi. Hein. il y aura des réactions, hein, ben, je t'invite à regarder, je le diffuse sur les réseaux. Hein. Et si tu vois des commentaires, n'hésite pas, tu peux répondre. Bien sûr. Toi, Et pareil. voilà. Merci à tout le monde d'être venu. Merci à Merci tout le Nassim. monde. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut tout le monde.